Si cette lecture vous plaît, vous pouvez mettre le petit pouce bleu, vous abonner ou encore la partager. Merci de votre écoute. Pierre Bellemare, Monsieur le juge est intraitable. Des couloirs nus et blancs, d'un blanc froid et sale. Des couloirs qui n'en finissent pas et ont l'air de tourner en rond lugubrement. Puis une cellule. Porte noire sur mur blanc. Le policier italien s'arrête. Il fait signe aux deux carabiniers. Allez-y. Entre les deux carabiniers, une femme brune aux traits tirés. Elle se laisse guider à l'intérieur de la cellule sans réagir. Un moment, le policier italien hésite. Il a l'air gêné. « Vous serez soigné ici, madame. C'est une prison-hôpital. Un médecin va venir vous voir. » La jeune femme considère le lit étroit, la table vide et le petit lavabo. Elle frissonne et s'assoit d'un air las. « Vous savez bien que je ne demande qu'une chose, voir mon médecin personnel. » « C'est impossible. Les médecins privés n'entrent pas ici. Alors laissez-moi au moins faire venir mes médicaments. » Pas question, je vous le répète. La loi interdit l'utilisation de médicaments venant de l'extérieur. Un médecin va venir vous voir et il établira lui-même l'ordonnance. Combien de temps me garderez-vous ici? Je l'ignore, madame. Tout dépend de l'instruction. Il est poli et gêné, ce policier. Et l'on ne sait pas s'il est poli parce qu'il est gêné ou le contraire, gêné d'être poli. C'est qu'il n'a pas l'habitude de mettre en prison une ravissante comédienne de 38 ans et pas l'habitude non plus de mettre en prison une jeune femme malade. Alors, sur le pas de la porte de la cellule, il dit « Au revoir, madame », comme s'il sortait de chez elle. Et la porte noire se referme sur les murs blancs. Pour 8 mois de prison préventive. Lydie B., 38 ans, comédienne, née aux États-Unis, épouse de Stewart B., 43 ans, comédien, né en Autriche, est accusée, ainsi que son mari, par la justice italienne, de détention de drogue. On a découvert chez eux 9/10 de grammes de marijuana. C'est peu et c'est tout. Ils disent d'en ignorer l'existence, ne pas savoir comment ces 9/10 de grammes se trouvaient dans une petite boîte, à qui est cette petite boîte et ce qu'elle faisait dans leur salon. Ils ne se droguent pas eux-mêmes. Ils ne fument que des cigarettes américaines. Lydie et Stewart ne comprennent rien à ce qui leur arrive. Ils croient s'en tirer très vite. Mais en Italie, la possession, le commerce, l'utilisation de stupéfiants sont passibles de la même peine, quel que soit le stupéfiant. Et le juge d'instruction est un homme dur, un spécialiste, une sorte de Fouquier-Tinville de la drogue à Milan. Depuis 1969, il accumule les dossiers que la police lui apporte. Il s'est juré peut-être de pur Jérôme. Louable intention, certes, mais qui va le mener loin. Lydie et Stewart aussi. Surtout Lydie. Donc, en 1969, c'est une razzia monstre en Italie sur les détenteurs, passeurs et autres utilisateurs de drogue. La police traque les revendeurs, bien sûr, et la douane fouille les bagages, mais en dehors de ce travail de routine, il existe une technique beaucoup plus subtile et beaucoup plus aléatoire. La technique du soupçon. Soupçonner pour un policier est une seconde nature. Mais soupçonner qui? Essentiellement les gens assez riches pour se procurer de la drogue. C'est un premier point. Les gens susceptibles d'avoir besoin de drogue, c'est un second point. Puis, les gens assez libres sur le plan des mœurs pour se le permettre, c'est le troisième point. En rassemblant ces 3 points, argent, besoin, moralité, la police dirige donc ses soupçons vers les artistes. En tout genre et de tout poil, musiciens, comédiens, producteurs, écrivains, peintres. À Rome, il y a des groupes d'artistes, des amis qui se reçoivent les uns les autres et constituent des sortes de clans. Or, Lydie et Stewart B., comédiens tous les deux, font partie d'un petit clan. Ils reçoivent chez eux, dans leur magnifique villa d'Amalfi. Ils sont américains, ils ont fait partie du Living Theatre de New York et ils sont installés en Italie depuis peu. C'est dans la nuit du 5 au 6 août 1970 que 100 policiers cernent la villa. Un commissaire soupçonneux a décidé que cette villa était suspecte, qu'il s'y commettait sûrement des orgies
et que la drogue devait en faire partie. Les 100 policiers envahissent au galop les 15 pièces et ne trouvent que 7 invités réunis au salon entre Lydie et Stewart. Pas la moindre orgie à l'horizon, pas la plus petite odeur bizarre. Vexé, le commissaire ordonne une fouille en règle. Et c'est ainsi, au bout de 3 heures de perquisition, qu'un policier découvre triomphant une petite boîte de métal contenant 0,9 g de marijuana. Il dit l'avoir trouvée dans une chambre inoccupée, sur une commode. Le commissaire satisfait embarque tout le monde, Lydie, Stewart et leurs 7 invités. Le dossier est remis au juge d'instruction. L'enquête dure 2 mois. 2 mois au bout desquels le juge doit remettre en liberté les 7 invités car aucun d'eux ne se droguait. Erreur, excusez-nous, vous pouvez rentrer chez vous, dit la police. Mais Lydie et Stewart restent en prison. Pourtant, ils ne se droguent pas non plus. L'examen médical l'a certifié. Mais ils sont responsables des 9/10 de gramme de marijuana découverts chez eux. Et le juge refuse de les mettre en liberté provisoire. Monsieur le juge est un dur. Monsieur le juge a mis 2 mois également pour accepter que Lydie soit transférée dans un hôpital pénitentiaire. Car elle est malade. Il a fallu qu'elle s'évanouisse un peu trop longtemps pour qu'il daigne se pencher sur la question et écouter son avocat furieux. Car il est hors de lui, l'avocat, et il a bien raison. C'est scandaleux, vous m'entendez? Ma cliente a été opérée il y a 6 mois à peine. Elle suivait un traitement particulier. Or, non seulement vous la gardez en cellule, non seulement vous refusez qu'elle voie son médecin, non seulement vous lui refusez ses médicaments, mais en plus, vous l'expédiez dans un hôpital pénitentiaire de 3e ordre. Le juge est inébranlable autant que persuadé de l'efficacité des médecins de prison, de leur diagnostic et de leurs soins. Que votre cliente soit malade est une chose qui regarde l'administration. Je n'ai à m'occuper que de sa culpabilité. Monsieur le juge, c'est grave. Vous avez lu mes conclusions, je suppose. J'ai lu, maître, j'ai lu. Donc, vous connaissez la maladie de ma cliente. Si j'ai bien lu, maître, ce n'est plus une maladie, elle a été opérée. Il y a 6 mois à peine, et d'un cancer. Elle a encore besoin de soins spéciaux. Son médecin est prêt à s'en occuper. Il n'en est pas question. Vous connaissez la loi, et je n'ai aucune envie d'instiguer un régime de faveur. Mais vous savez pertinemment qu'elle ne se drogue pas. Possible, mais je ne prendrai pas le risque de la laisser en contact avec son médecin personnel. Je vous préviens, monsieur le juge, c'est un autre risque que vous prenez. Elle peut mourir faute de soins. Cher maître, elle ne manquera pas de soins là où elle est. L'incident est clos. Oh non, monsieur le juge, il n'est pas clos, et cette femme ignorait jusqu'à présent la nature de son mal. Elle est trop sensible, elle croit avoir subi une opération classique. Le médecin lui a fait croire à une tumeur bénigne. Il attendait d'être sûr de la guérison pour tout lui dire. Vous savez comme moi que le moral du malade est important dans ce genre de choses. Or, elle avait toutes les chances de guérir. Ce genre de cancer est guérissable à 90%. On le sait maintenant. Et alors? Alors je doute que vos médecins de prison prennent les mêmes précautions. Vous doutez trop, cher maître. L'incident est clos, je le répète, ceci n'est pas mon problème. Je peux faire intervenir mon conseil de l'ordre, en appeler à votre ministre. Faites, mais ne m'en parlez plus. J'ai 500 dossiers de drogue sur mon bureau, dont celui de votre cliente, et c'est la seule chose qui compte pour moi. Voilà pourquoi Lydie a longé des couloirs nus et blancs pour se retrouver dans une cellule hôpital seule. Voilà pourquoi le jeune policier qui a refermé la porte sur elle était un peu gêné. Il avait l'impression de faire du mal inutilement. Mais la vie continue en prison comme ailleurs, au rythme de l'instruction qui va durer 8 mois. Lydie B, 38 ans, est une jeune femme assez jolie. Petite, elle porte une chevelure épaisse et sombre sur les épaules, et une frange vient souligner la beauté de ses yeux gris. Elle est pâle, un peu vieillie prématurément, lasse de tout. Depuis 2 mois, elle a épuisé sa colère, son indignation et le peu de force qu'elle avait en réserve. Un brave vieux médecin l'examine dans la salle de consultation de l'hôpital pénitentiaire. « Alors mon petit, qu'est-ce qu'on vous a fait ?» D'une voix morne, Lydie énumère les examens, l'opération. Le médecin n'est pas un grand spécialiste, mais il comprend très vite. Bon, je suppose que le travail a été bien fait. De nos jours, vous savez, ce genre de cancer guérit très bien. Cancer?
trop tard, et c'était inévitable. Dans les circonstances présentes en tout cas. Bien entendu, si on n'avait permis au médecin traitant de Lydie de prendre contact avec son successeur, il n'aurait pas commenté la chose avec autant d'inconscience. À présent, il ne sait plus quoi dire, car Lydie le regarde les yeux exorbités. « Cancer ? Mon petit, on a dû vous le dire, je suppose. Si j'en crois ce que vous me dites et les soins qu'on vous a donnés, je suis désolé. »« Cancer, docteur, je vous en prie, je veux savoir la vérité, je veux voir mon médecin. » »« Il ne peut pas venir, vous le savez, le règlement est formel. C'est moi qui vous prends en charge maintenant. Mais n'ayez pas peur, il ne s'agit que de soins post-opératoires. »« Je vous en prie, je veux mon médecin, téléphonez-lui. »« C'est ça, téléphonez-lui, vous pouvez le faire. Vous avez le droit de parler à un confrère, je suppose. Faites-le, s'il vous plaît, je veux qu'il le dise lui-même. » Le brave médecin n'a aucune raison de refuser. Il a parfaitement le droit de se renseigner sur le passé médical d'une patiente et il n'en est pas mécontent d'ailleurs, car il n'est pas spécialiste. Écoutez, je veux bien lui téléphoner, mais mettez-vous bien dans la tête qu'il ne pourra pas venir vous soigner. Appelez-le, je veux savoir. Je veux l'entendre de sa bouche, c'est un ami. La conversation entre les deux médecins est courte. Vous lui avez dit? Personne ne vous a prévenu? Et son avocat, à quoi il sert? Je n'ai pas pu le rencontrer avant. On a transféré Madame B chez moi ce matin et le juge n'avait pas encore autorisé les visites, à part les miennes bien sûr. C'est de l'assassinat, vous comprenez ça? De l'assassinat. Lydie n'est pas capable de supporter un pareil choc. Il y a des malades à qui l'on peut tout dire, pas elle. Comment est-elle? Elle veut entendre la vérité de votre bouche. Passez-la moi. Je ne peux pas. Elle n'a pas le droit de communiquer avec l'extérieur. Elle est en face de moi. Que puis-je lui dire? Dites-lui que c'est vrai, mais qu'elle s'en tirera. J'ai fait venir un nouveau médicament de Suisse. J'ai confiance, elle s'en tirera, dites-le lui, et je vous promets que je vais faire un scandale auprès de l'administration. Lydie devrait être en liberté provisoire depuis longtemps. Tenez-moi au courant surtout, à la moindre complication. Les yeux secs, Lydie écoute le compte-rendu du médecin. Elle comprend à présent, elle comprend tout. Cette fatigue persistante, ces nausées, cette douleur, elle réalise qu'on lui a menti depuis des mois. Ce qu'elle prenait pour des soins classiques après l'opération, c'était donc ça. Et ces médicaments mystérieux, ces piqûres sans nom, ces radios sans détails. Voilà, c'était ça, le cancer. Lydie se lève. Je voudrais dormir, s'il vous plaît. Faites-moi dormir. Je ne veux plus penser à tout ça. Je ne pourrai pas y penser, c'est trop horrible. Demeuré seul, le vieux médecin se dit qu'il est imbécile. Il est évident que Lydie n'a pas un caractère de combattante, et il s'en veut tellement d'avoir commis une pareille faute professionnelle, car c'en est une, qu'il décide de tenter lui aussi une intervention auprès du juge d'instruction. Cette femme a au moins le droit de recevoir les médicaments dont parle son collègue. Monsieur le juge d'instruction écoute impatiemment le vieux médecin. « Docteur, vous connaissez la loi comme moi, aucun médicament de l'extérieur. Utilisez les produits agréés par l'administration. Vous avez sûrement l'équivalent. L'Italie n'est pas un pays arriéré que je sache. » En ce domaine, je ne l'affirmerai pas, monsieur le juge. Aucun médecin d'aucun pays ne peut dire qu'il détient le médicament miracle. Alors, je ne vois pas où est le problème. Je n'ai pas l'équivalent. Il sort des produits nouveaux tous les ans. Celui-là n'est pas encore utilisé chez nous, mais il l'est en Suisse, et le médecin traitant de Madame B estime qu'il est le mieux adapté à son cas. Je vous demande donc l'autorisation de l'utiliser. Non. Comment non? Non. Vous me demandez de transgresser les lois de l'administration pénitentiaire. Dois-je vous rappeler, docteur, que cette femme n'a plus rien à voir avec l'extérieur tant que l'instruction n'est pas close? Donc, qu'elle est à la charge de l'administration, donc juridiquement à la mienne et médicalement à la vôtre. Vous êtes employé comme moi par l'administration. Faites ce que vous avez à faire ou exercez-le dans le privé. Puis-je vous poser une question, monsieur le juge? Allez-y. Dans combien de temps sera-t-elle relâchée? Je l'ignore, cela dépendra du tribunal. Elle risque au maximum 3 ans. Et au minimum? La relaxation, pure et simple, c'est une chose possible. Quand sera-t-elle jugée? Quand l'instruction sera close et l'affaire inscrite au rôle. Et où en est votre instruction? Vous allez trop loin, docteur. L'instruction, c'est l'instruction.
Elle est secrète, elle ne regarde que moi. » L'entretien est terminé. 3 mois plus tard, Lydie B. doit subir une nouvelle intervention chirurgicale en prison. Elle demande à voir son mari. L'entretien ne dure que quelques minutes et en présence du juge d'instruction, toujours aussi impassible. Stewart a du mal à garder son calme devant le pauvre visage de sa femme et ses traits creusés. Lui-même ne l'a pas vu depuis leur arrestation. Stewart est un garçon athlétique, spécialiste des rôles de gangster au cinéma. Il domine le juge de 20 bons centimètres et la diplomatie n'est pas son fort. « Vous êtes un assassin. Modérez vos paroles, vous n'êtes pas en état de formuler des accusations qui ne feraient qu'aggraver votre cas. » Et voilà, il n'y a rien à faire, rien à dire. Monsieur le juge est inflexible, vissé dans son droit, glacé dans sa justice, emberlificoté dans les devoirs de sa profession, intouchable, inhumain pourrait-on dire. Il faut donc en arriver à la conclusion. Elle est désespérante. 7 mois après leur arrestation, Stewart et Lydie se revoient pour la dernière fois. Elle va mourir. Elle est morte 15 jours avant le procès. Stewart, seul accusé d'avoir détenu 9/10 de gramme de marijuana à son domicile, fut acquitté rapidement et libéré le jour même. Au Parlement de Rome, un député déclara « Nous aimerions tous entendre une autocritique du juge d'instruction au sujet de la mort de cette femme, qui avait le droit d'être considérée comme innocente et comme malade. » S'il y eut autocritique, personne n'en entendit parler. D'ailleurs, à quoi servent les autocritiques quand le mal est fait ?